Bon, alors, le mythe révèle, écrivait Pierre Brunel, il constitue l'objectivation de l'expérience sociale de l'humanité, selon Ernst Cassirer. Mais il révèle et objective quoi? Mon objectif premier aujourd'hui est théorique. Ce colloque sur l'imaginaire au prisme des disciplines culturelles m'a semblé le forum tout désigné pour faire complètement différemment de ce que je fais d'habitude, pour essayer, c'est-à-dire d'exposer la démarche développée au cours des dernières années en m'intéressant à ce que j'appelle les mythologies modernes, les mythes modernes. J'espère relever le double défi d'être clair et de respecter le temps limite qui nous est imparti. Et à ce sujet, j'annonce dès maintenant 22 minutes. Et donc, quand tu vas me mettre conclure ici, sache que je suis déjà dans la code. Okay? Donc, ça s'en vient. Donc, c'est une démarche qui a été développée au contact des œuvres de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas et de Jules Verne, à savoir des trois auteurs qu'on pourrait à juste titre considérer comme les trois grands mythographes de la littérature française, je crois bien. Et par mythographe, entendons, et là c'est ce que je vais faire complètement différemment que d'habitude, je vais donner des définitions aujourd'hui. Par mythographe, j'entends tout simplement des auteurs dont l'imagination a été rapidement et durablement avalisée par le collectif anonyme, auteurs dont les œuvres ont été rapidement instituées en imaginaire social, puis durablement en imaginaire collectif. Et je n'entre pas dans... Je ne vais pas essayer de définir imaginaire social, imaginaire collectif. Pierre Popovic est là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Comment s'appelle-t-il? Alex Gagnon l'a fait de manière tout à fait remarquable. Hier, mon objectif est ailleurs aujourd'hui. En fin d'exposé, pour illustrer le propos, donc... je vais vous parler de Pierre Boulle, qui est sans doute le plus obscur de tous les écrivains célèbres, c'est-à-dire un mythographe. Un mythographe voué à l'effacement par la mythologie qui allait s'instituer autour de son œuvre, une mythologie qui a été immédiatement avalisée par la collectivité et qui caractérise partiellement l'imaginaire social des années 60, puis l'imaginaire collectif des décennies subséquentes. Par imaginaire collectif, vous comprenez, là, j'entends les formes successives de l'imaginaire social, ou l'imaginaire social étudié dans sa durée par le biais de ces éléments qui résistent à l'oubli et à la péremption. Et malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui que Pierre Boulle va sortir de l'obscurité, car je ne vais parler de la planète des singes que dans les toutes dernières minutes de cet exposé, sans doute les 4 dernières minutes de cet exposé. Bon, donc, je vais devoir proposer quelques définitions. Je vais peut-être commencer par celui de mythe moderne. Le mythe moderne, ce que j'appelle un mythe moderne, c'est en général un personnage connu de tous, à savoir connu de tous les membres participants d'un moment socio-historique donné, mais sans nécessairement être reconnu. Et là, l'exemple que je donnerais, un exemple classique, c'est parmi tous ceux qui connaissent Dracula, par exemple, et là, c'est à peu près tout le monde. Rares sont ceux qui ont lu le roman éponyme de Bram Stoker, qui peuvent dire qu'il a été publié à Londres en 1897, donc qui pourrait situer ou dater la première apparition du personnage. Les mythologies, tant qu'elles, sont plus diffuses. Si Superman est un mythe moderne, on peut parler de mythologie du super-héros pour évoquer l'univers fictif familier à tout un chacun dans lequel se déploient les justiciers surpuissants depuis l'apparition de ce personnage dans le Action Comics en juin 1938. Okay, bon. Le mythe moderne, donc, c'est en premier lieu un personnage ou parfois un lieu, comme l'île au trésor, ou alors une donnée d'intrigue, le tour du monde en 80 jours. Ces deux derniers éléments pouvant se fondre ensemble, comme dans la planète des singes. Là. Un lieu, donc, une donnée d'intrigue, un lieu imaginaire, un personnage dont la célébrité et le rayonnement transcendent ceux de leur créateur, lequel peut rapidement en venir à se sentir dépossédé, voire menacé par sa création. C'est ça que Pierre Bayard, dans le livre... L'affaire du chien des Baskerville appelle le complexe de Holmes, et Pierre Boulle en a été victime. Pour authentifier un mythe moderne, il faut ensuite tenir compte de sa longévité, je crois bien. Les mythologies modernes s'inscrivent dans la durée et en viennent à caractériser l'imaginaire de plusieurs générations. Il était possible de croire, en 1882, comme l'écrivait alors Maupassant, qu'il ne resterait rien de Dumas père une fois son fils décédé, mais c'était plus possible en 1982, 100 ans plus tard. Okay? Bon. Je travaille actuellement à un livre qui serait consacré à quelques mythes modernes, c'est-à-dire à quelques personnages connus de tous, sans pour autant être reconnus
personnage dont l'existence est plurielle, transmédiatique, constamment réactivée et redéfinie, même s'il demeure reconnaissable à travers leurs divers avatars, un peu comme peut l'être un standard jazz dans l'univers musical. Bien, on sait, et ce n'est pas un on sait rhétorique, ici je m'adresse à des gens qui savent tout ça et parfois mieux que moi, on sait que Mircea Eliade, comme Roger Caillois avant lui, s'était interrogé sur les modes de survie du mythe et de ce que Ernst Cassirer appelait la pensée mythique dans nos sociétés. Ici, je cite une interrogation de Roger Caillois. Il écrivait « Si le mythe n'est pas une création puérile et aberrante de l'humanité primitive, mais l'expression d'un mode d'être dans le monde, que sont devenus les mythes dans les sociétés modernes ?» En 1957, Mircea Eliade répondait que toutes nos fêtes, tous nos spectacles, en particulier les événements sportifs, mais aussi tous nos arts de représentation nous permettent d'échapper au temps historique pour accéder au temps sacré ou au temps mythique, l'angoisse devant le temps avec un T majuscule étant consubstantielle à la condition humaine selon lui. Roger Caillois aurait pour sa part voulu considérer que la littérature assurait désormais la fonction du mythe, mais il s'avançait sur ce terrain avec prudence, car selon lui, l'appréciation d'une œuvre littéraire n'engageait jamais que l'individu et non l'ensemble du corps social. Bon, une telle réserve, me semble-t-il, et c'est sans doute contestable, peut paraître datée aujourd'hui dans la mesure où elle découle sans doute d'une conception essentialiste de la littérature, de la grande littérature, selon laquelle l'œuvre véritable mûrit loin du monde et généralement contre le monde est l'expression d'une irréductible individualité qui ne saurait atteindre la multitude. Vous reconnaissez ici l'immense présupposé de la destination vers le happy few qui, d'une certaine manière, a caractérisé toute la critique littéraire du XXe siècle. Autrement dit, Caillois s'inquiétait, non sans raison au reste, d'attribuer l'appellation de mythe à une œuvre en se fondant sur sa seule popularité. Et il est vrai que plusieurs œuvres qui semblent toucher la multitude disparaissent rapidement sans laisser la moindre trace, sans laisser de mémoire culturelle. Tous les Georges Honnet ne sont pas des Alexandre Dumas et tous les Dan Brown ne sont pas des Ian Fleming. C'est pourquoi je propose de considérer la longévité comme un élément essentiel de toute réflexion sur la nature mythique des productions culturelles du pôle de grande production. Nos mythologies modernes sont constituées de personnages, de lieux, de données d'intrigue nées dans des romans, très souvent dans des romans français ou britanniques du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, mais aussi au cinéma parfois ou dans la bande dessinée, personnages dont l'ascendance sur la collectivité a été tant immédiat que durable. Bien, donc le mythe révèle, écrivait Pierre Brunel, et selon l'herméneutique de la question et de la réponse chère à l'école de Constance, il se montre particulièrement révélateur par sa survie, c'est-à-dire par sa capacité à se prêter à un questionnement renouvelé. Cette herméneutique de la question et de la réponse, théorisée par Ernst Robert Jauss Pour une herméneutique littéraire, à partir des dialogues implicites que se livrent les auteurs à travers les âges autour des figures de la mythologie classique ou médiévale, doit être maniée avec précaution, toutefois, pour qui s'intéresse davantage à l'imaginaire et, pour le dire rapidement, à l'histoire culturelle qu'à celle des chefs-d'œuvre de la littérature. Car, pour s'en tenir à un exemple évident, rien n'indique que le Mont Faust de Paul Valéry ait été avalisé par le collectif anonyme. Bon. Mais une telle heuristique n'est aucunement exclusive à Jauss, ni à l'école de Constance. En fait, il est frappant de constater que d'autres penseurs qui ont développé leur théorie de manière simultanée, mais tout à fait indépendante des siennes, soient arrivés à des conclusions, voire à des méthodes partiellement semblables. Okay? Et je pense ici à quelqu'un qui a souvent été évoqué dans le cadre de ce colloque, je pense à Cornelius Castoriadis, bien sûr, et à ce passage de l'institution imaginaire de la société où il observe que, je le cite, là, j'ai fait une autre dérogation à mes habitudes projetées du texte. Toute société jusqu'ici a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité? Que sommes-nous les uns pour les autres? Où et dans quoi sommes-nous? Que voulons-nous? Que désirons-nous? Qu'est-ce qui nous manque? La société doit définir son identité, son articulation,
le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Sans la réponse à ces questions, sans ces définitions, il n'y a pas de monde humain, pas de société, pas de culture, car tout resterait chaos indifférencié. Le rôle des significations imaginaires est de fournir une réponse à ces questions, réponse que, de toute évidence, ni la réalité, ni la rationalité ne peuvent fournir. Les questions ne sont même pas posées préalablement aux réponses. La société se constitue en faisant émerger une réponse de fait à ces questions dans sa vie, dans son activité. C'est dans le faire de chaque collectivité qu'apparaît comme sens incarné la réponse à ces questions. C'est ce faire social qui ne se laisse comprendre que comme réponse à des questions qu'il pose implicitement lui-même. Bon, bien sûr, le maniement des théories de Castoriadis est tout aussi délicat, puisque Castoriadis, comme vous le savez, ne parle pas de littérature ni de manière générale d'art de représentation. Je proposerais toutefois de considérer les mythes modernes comme partie intégrante de ce faire par lequel la société apporte des réponses à ces interrogations fondamentales, et ce, dans la modernité, hors du cadre des religions institutionnalisées. C'est dire que l'œuvre qui va parvenir à s'instituer en mythe ou le personnage qui deviendra mythique offrira, au cours de son histoire, différentes réponses à des questions nouvelles qui surgissent au fil de sa réception. Ces considérations mènent naturellement à penser que parmi les trois fonctions que Pierre Brunel attribue au mythe, à savoir raconter, expliquer et révéler, la troisième est sans doute la plus captivante pour qui s'intéresse à l'aspect social des représentations, surtout celles qui parviennent à s'inscrire dans la durée. Postulons donc que les personnages destinés à supplanter leur créateur dans l'imaginaire collectif apportent des éléments de réponse à des questionnements sociaux latents dans la mesure où le mythe moderne apporte une réponse à une question dont on n'avait pas conscience qu'elle se posait et donc à laquelle les mythologies classiques n'apportent aucune réponse. Donc, questionnements sociaux latents, mais historiquement déterminés, et c'est dans ce sens qu'il y aurait, pour parler comme Cassirer, objectivation de l'expérience sociale. Bon. On lit chez Hans Blumenberg, c'est la deuxième et dernière citation que je vais vous imposer. On lit chez Hans Blumenberg, « En ce qui concerne le potentiel d'efficience du mythe, il est essentiel de bien voir ceci. Ce n'est pas la force de conviction de réponses anciennes à des énigmes prétendument intemporelles de l'humanité qui fonde la persistance insistante des configurations mythiques, mais plutôt l'existence implicite en elles de questions qui sont découvertes, dégagées et articulées dans leur réception et dans le travail qui s'accomplit sur elles, que les mythes cosmogoniques possèdent encore un pouvoir de fascination à l'époque des cosmogonies théoriques, ne tient pas à la réponse qu'ils formulent à la question théorique sur l'origine du monde, mais plutôt au surgissement de questions aussi puissantes qu'élémentaires qu'une théorie de l'origine du monde laisse sans réponse. » C'est en somme dire que l'œuvre qui parviendra à s'instituer en mythe offre, au cours de son histoire, différentes réponses à des questions nouvelles qui surgissent au fil de sa réception. Bien, deux derniers prolégomènes à cet interminable exposé qui va nous mener, oui, je l'affirme, vers Pierre Boulle. J'aimerais très rapidement, en une minute, essayer de réfléchir à la question des frontières de la mythocritique et de la sociocritique. En 1999, Claude Duchet souhaitait voir préciser les rapports de la sociocritique avec ce qu'il appelait les voisins, et notamment avec la mythocritique. Bon, j'aimerais proposer, et ceci est évidemment discutable, que la mythocritique peut-être prend le relais de la sociocritique lorsqu'il s'agit d'interroger la survie, le rayonnement toujours renouvelé de certaines œuvres, ou plus précisément de certains personnages qui jouissent désormais d'une existence mythique. Bon, on lit chez Claude Duchet, et là je ne vous ai pas écrit des citations, j'ai fait une espèce d'amalgame de citations où il réfléchit sur cette question. Je le cite, « L'œuvre littéraire n'est pas conçue simplement en termes de « je m'adresse aujourd'hui à quelqu'un », il y a une transcendance qu'il faut admettre et qui n'a rien de miraculeux qui est à l'œuvre. Dans l'historicité d'un texte, il y a aussi cette possibilité de se survivre à lui-même. » Bon, cette survie des œuvres, dont la notoriété supplante celle de leur auteur, n'est-ce pas le rôle de la mythocritique que d'y jeter un éclairage, un certain éclairage?
Vous connaissez sans doute la définition que Claude Duchet, l'une des définitions que Claude Duchet donnait à la sociocritique. Je le cite, il écrivait « S'il fallait donner une définition à la sociocritique, elle serait militante, elle irait dans le sens d'une sémiologie critique de l'idéologie, d'un déchiffrage du non-dit, des censures, des messages. » Et il ajoutait que ces messages participent à un moment de questionnement dans la littérature et peuvent surtout aider à produire des questions que chaque formation socio-culturelle adapte à son propre cas. Une telle démarche présuppose donc un aller-retour constant entre l'œuvre et son devenir, à savoir entre un texte et ses vecteurs mémoriels. Dernier prolégomène, qu'est-ce qu'un vecteur mémoriel? Considérons comme vecteur mémoriel toute adaptation d'une œuvre donnée qui assure à la fois son survie et son renouvellement. Les vecteurs mémoriels sont renouvelables et démodables. Ils sont appelés à être remplacés au fil des décennies. Le Sherlock Holmes, par exemple, de Benedict Cumberbatch se superposant à ceux de Basil Rathbone ou de Jeremy Brett. Et je dis bien se superposant, car, comme l'écrivait Hans Blumenberg dans le mythe, on n'est pas confronté à des décisions, ils n'exigent pas de renoncement. Certains personnages, lieux imaginaires, données d'intrigue, pénètrent donc à court terme l'imaginaire social, à long terme l'imaginaire collectif, par l'entremise d'une adaptation marquante. Carmen est davantage la fille de Bizet, Meillac et Halévy que celle de Prosper Mérimée. Le Dracula, que visualise spontanément le collectif anonyme depuis les années 1930, ressemble à celui qu'interprète Bela Lugosi dans le film de Todd Browning. La planète des singes est mieux connue par l'adaptation cinématographique de Franklin J. Schaffner que par le roman de Pierre Boulle. Nous y voici. En effet, le principal vecteur mémoriel de La planète des singes est l'adaptation cinématographique de 1968, même si le mythe, aujourd'hui, est encore en voie d'actualisation par une nouvelle série de films. Si Pierre Boulle était un mythographe malheureux, atteint du complexe de Holmes, c'est précisément à cause du rayonnement de cette adaptation qui le dépossédait partiellement, croyait-il, de son univers personnel. Le temps presse. Examinons rapidement le déplacement qui s'opère du roman de 1963 au film de 1968. Le mythe moderne, à savoir l'élément fondamental qui résistera à toutes les adaptations et sans lequel on entrerait dans un autre régime fictionnel, est ici une donnée d'intrigue. Les singes supplantent l'humanité. Le roman de Pierre Boulle est, à quelques décennies de distance, une réponse de fait à des œuvres marquantes de la fin de siècle comme Le Horla, Dracula ou La guerre des mondes, qui objectivaient, chacune à sa manière, une crainte d'inspiration darwinienne, celle que l'humanité soit supplantée par une espèce supérieure. Pierre Boulle, donc, procède de manière tout à fait astucieuse à un renversement de cette inquiétude autour du même questionnement fondamental, à savoir quel est le principal péril qui guette l'humanité. Pour ce résistant notoire, et j'ai absolument pas le temps de développer ça, mais ce serait fascinant de le faire, Pierre Boulle a joint les réseaux de résistance asiatique, les réseaux résistance de la France libre, et ensuite les réseaux d'espionnage britannique en Asie. Et donc, à la Libération, il a été littéralement bombardé de décorations, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, médaille de la résistance, médaille des évadés, croix du combattant volontaire, War Medal britannique, Burma Star britannique. Enfin, il entre en littérature avec ce qu'il considère comme étant un magistère important, mais je n'ai pas le temps de développer ça. Donc, pour ce résistant notoire, le principal péril qui guette l'humanité n'est pas celui d'être supplanté par une espèce supérieure, mais bien celui de l'amoindrissement naturel, celui, si l'on veut, de céder le pas à une espèce inférieure, cette espèce inférieure, dans le régime symbolique, pouvant être vue comme une version dégradée de l'humanité, car, bien sûr, Pierre Boulle ne redoute pas une insurrection simiesque. Le roman de 1963 se propose ainsi de répondre à des questionnements comme « Notre civilisation est-elle solide, est-elle éternelle ?» ou plus précisément « Méritons-nous, comme individus, d'appartenir à une civilisation aussi avancée ?» Et là, le roman va répondre très concrètement non. Seule citation du roman. Qu'est-ce qui caractérise une civilisation? Est-ce l'exceptionnel génie? Non. C'est la vie de tous les jours.
Quel est le principal péril guettant l'humanité? À semblable questionnement, le roman La planète des singes, donc, répondrait la paresse, la complaisance, le manque d'énergie vitale des individus qui constituent la collectivité. Pour Pierre Boulle, le péril, c'est le conformisme ou le manque d'intelligence et d'initiative individuelle. Ce héros de la résistance espérait ainsi signifier à ses contemporains que notre civilisation est infiniment supérieure à la somme de ses parties, à la somme des individus qui la constituent, ce qui représente un péril. En cas de crise, comme lors de la Seconde Guerre, nous ne serons plus dignes de notre civilisation et donc vulnérables à un amoindrissement individuel qui, à terme, deviendra collectif. 20 minutes, 2 minutes et j'ai fini. C'est bon. L'adaptation cinématographique de 1968 déplace le questionnement. À la question « Quel est le principal péril guettant l'humanité ?» la réponse devient plus simplement le péril nucléaire. L'image de la fin du film est devenue iconique. Le cosmonaute Taylor comprend qu'il était sur la planète Terre, une Terre post-apocalyptique, alors que les cosmonautes de Pierre Boulle n'arrivaient pas sur la Terre, mais bien sur une planète qui avait vécu un développement qui pourrait devenir le nôtre. L'image du cosmonaute Taylor découvrant la Statue de la Liberté en ruine est devenue iconique à tel point qu'on la trouve aujourd'hui encore sur l'édition de poche du roman, alors même qu'elle n'en illustre en rien son contenu. Le succès du premier film a été tel qu'il a donné lieu à une pléthore de suites et de produits dérivés. 4 suites ont paru jusqu'en 1973, puis 2 séries télévisées et plusieurs produits de consommation destinés au désormais important marché de l'enfance. Bon, attention, mes 2 prochaines diapos peuvent avoir un effet proustien chez ceux qui étaient enfants dans les années 70. Là. Donc, des figurines, des boîtes à lunch, des t-shirts d'hiver, des cartes à échanger. L'ensemble de cette marchandise étant très présente à l'échelle nord-américaine jusqu'à ce qu'elle soit supplantée dans la seconde partie de la décennie par celle dérivée de l'univers Star Wars. Une fois l'exploitation cinématographique terminée, le monde de la planète des singes pénètre l'univers du comic book, chez Marvel d'abord, mais aussi dans plusieurs autres maisons d'édition à l'international, y compris au Japon sous forme de manga dès le début des années 70. Une telle diffusion de cet univers fictionnel le transforme rapidement en mythologie, échappant au contrôle de son créateur, les singes de Boulle devenant rapidement aussi libres de leur père que Dracula peut l'être de Bram Stoker, par exemple. Tout vecteur mémoriel est démodable, même s'il laisse des traces, et les mythes doivent se réactualiser de manière évolutive. En général, chaque nouvelle adaptation, en particulier chaque nouvelle adaptation cinématographique conçue non seulement par un réalisateur, mais encore et surtout par une armée de producteurs, de scénaristes, de scénographes, de costumiers, d'artisans de toutes sortes, résulte d'une dialectique entre ce que les créateurs perçoivent comme étant l'expérience sociale de l'humanité du moment et l'ensemble des adaptations antérieures et surtout de l'œuvre originale, laquelle est constamment revisitée, ne serait-ce que par ceux qui cherchent à l'adapter. Le mythe est ainsi une forme de dialogue entre une œuvre d'origine et toutes ses adaptations successives, l'œuvre de départ pouvant épisodiquement redevenir son propre vecteur mémoriel en l'absence d'adaptation couramment avalisée par le collectif anonyme, comme on l'observe depuis plusieurs années autour des romans de Jules Verne, par exemple. La mythologie de la planète des singes est, elle, en voie d'actualisation, mais on pourrait soutenir qu'indépendamment du succès des actualisations actuelles et à venir, lesquelles semblent vouloir questionner notre rapport à l'industrie pharmaceutique, à la militarisation de la société, à notre ouverture à l'altérité, au mode du vivre ensemble, pour parler un vocabulaire contemporain, ce mythe a participé à l'institution d'une mythologie plus vaste, fidèle, je crois bien, à l'idée de départ de Pierre Boulle, et désormais extrêmement présente dans l'imaginaire contemporain, à savoir celle de l'affaissement de l'humanité, de sa chute face à un adversaire d'une intelligence moindre, mais d'une plus grande énergie vitale. Je pense bien sûr ici notamment à la mythologie du zombie, par exemple. S'il y avait, avec la mythologie de la planète des singes, une forme d'objectivation de l'expérience sociale de l'humanité, et ceci est véritablement la conclusion de l'exposé, donc forme d'objectivation de l'expérience sociale de l'humanité, pour reprendre la conception d'Ernst Cassirer, c'était peut-être l'objectivation d'un immense fantasme de simplicité volontaire qui ne cesse depuis lors de se manifester dans mille et une fictions. L'être des sociétés occidentales contemporaines,
malgré l'aisance de surface dans laquelle il vit, semble entretenir des fantasmes de destruction et de refondation. Merci. Désolé pour le dépassement.